vais dire bien de choses également à toutes les personnes qui nous regardent de soi au sein du petit écran ou encore qui nous écoutent à partir de leur poste récepteur. La radio, c'est SUR FM 105.5, bon, sur le streaming. Vous avez peut-être l'adresse. Alors, nous sommes installés ici pour vous apporter également assez de merveilles, assez de compréhension sur l'Institut universitaire et stratégique de l'SUR qui est d'abord la tête d'affiche de tout ce que nous faisons à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, à Libreville et au Tchad également. Alors, pour cet après-midi ou encore pour ce jour, nous avons une thématique centrale, une thématique importante qui porte également sur la vie étudiante. On pourrait dire la vie de l'étudiant au sein des institutions supérieures ou encore des universités. Et il y aura plusieurs points à développer, question d'apporter plus de lumière sur ces points afin que les personnes qui auront leur baccalauréat ou encore qui sont déjà à l'université peuvent déjà s'inspirer de ça pour mieux s'orienter dans la recherche de l'emploi. Parce que tout ce que nous faisons, la résultante, c'est l'emploi. Alors, j'ai en plateau les experts avec qui je vais donc m'épiloguer sur ces thèmes. D'accord. Rappel du thème, la vie étudiante. On va développer 3 points majeurs, à savoir le bien-être de l'étudiant sur le campus. Et en second point, on prendra les activités extra-académiques parce qu'on sait qu'il y en a des étudiants qui essayent de joindre l'utile à l'agréable ou bien l'utile à l'utile. Et l'agréable à l'agréable, ça va de soi, ça va dépendre de tout un chacun. Et maintenant, pour sortir, on parlera de l'accompagnement de l'étudiant vers l'emploi. Alors, sur le plateau, j'ai 2 bellissimes créatures divines et une créature féminine dont la référence n'est plus à présenter. On aura tout le temps, voilà, de lever le voile sur son identité. On va commencer parce qu'on dit généralement honneur aux femmes. J'ai à ma gauche la brillantissime, bon, excusez-moi un peu l'extrapolation, hein, ou encore peut-être l'embellissement que je vais apporter à son endroit. La bellissime, la jolissime, la plus pétillante, c'est la pépite. Je pourrais même dire que c'est la vitrine de l'Institut universitaire et stratégique de l'SUR en termes de communication, en termes de marketing. Elle s'appelle Madame Gounou Mireille. Elle est responsable des relations publiques. Madame Gounou. Oui, Monsieur Chris Larabi. Bon après-midi. Merci, Monsieur Chris Larabi. Bon après-midi. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. J'ai toujours aimé votre sourire. Hein? Ah, merci. Ça, c'est le genre de sourire qu'on peut aller dans une banque prêter 10 millions avec. Oui, avec ce sourire, on peut prêter 10 millions. Ah, merci pour le compliment. D'accord, très bien habillé. Merci, Monsieur Chris Larabi. C'est une commande particulière? Ah ben non, moi quand je sors de chez moi le matin, je fais des symphonies, des efforts pour bien me mettre. Ouais. D'accord, parce que je ne sais pas où je vais me retrouver, donc du coup, je fais attention à votre vestimentaire. Justement. Parce que lorsqu'on parle des relations publiques, on voit le public. Justement, Monsieur Chris Larabi. D'accord, merci. Alors, à votre côté, à votre gauche, je parlais de quelqu'un qui a multiples casquettes, dont si je prends le temps de le présenter, l'émission finira et qu'on n'aura même rien dit. Ouais, il a commencé tout bas, tout petit, c'est un exemple à suivre. Si je me mets à raconter, vraiment, ça va faire couler beaucoup de larmes aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais m'abstenir de dire qu'il est déjà au saumon, mais ce sera à lui de nous dire. Alors, c'est un chef d'entreprise. Monsieur Ndiki, il est enseignant et fondateur d'une microfinance appelée CICIC et il est expert en économie. Alors, Monsieur Ndiki, c'était un plaisir de vous avoir sur mon plateau parce qu'avant, j'avais très peur de m'approcher de vous vu votre grandeur économique et sociétale, mais j'ai été surpris par votre sympathie d'accepter mon invitation. Je suis ravi. Bienvenue à la Maison Nissam. Monsieur Chris, merci déjà. C'est également un honneur pour moi d'être sur ce plateau pour partager en quelque sorte les thèmes que vous avez choisis. C'est un plaisir encore parce que, comme vous l'avez si bien dit, ça fait des années
que nous sommes ensemble et vous avez vu comment on a grandi. Donc, je suis toujours là, je suis disponible. À tout moment que vous aurez besoin de moi, Monsieur Chris, je serai là. Merci une fois de plus de me faire cet honneur sur votre plateau. La preuve est que je vous ai pris de court à mi-journée. Justement. Et vous avez abandonné toutes vos activités pour m'honorer. Justement. Vraiment, INSAM vous honorera. Merci, Monsieur Chris. Merci. Merci. D'accord. Et la dernière personne, pour ne pas dire, elle n'est pas des moindres, parce que c'est aussi une pépite, elle est à la fleur de l'âge, et le Cameroun compte énormément sur elle, étant donné que vu son jeune âge, après son obtention de son diplôme, son BTS en communication des organisations, bon, je ne sais pas trop, elle va nous dire si peut-être elle en a déjà obtenu, ou bien elle est en cours d'obtention, elle officie déjà au sein de l'Institut universitaire et stratégique de l'Institut. Preuve que INSAM ne sait pas que former et former l'emploi. Parce qu'on dit, tu ne peux pas former quelqu'un et le mettre dans le tiroir. Si tu formes quelqu'un, tu n'emploies pas, ça veut dire que tu offres de la fausse formation. Donc, voici une preuve tangible. Elle s'appelle Mélie Fleur, étudiante en communication des organisations. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, monsieur. Merci pour cette présentation. Je suis jeune étudiante en communication des organisations à niveau licence. À niveau licence? Oui, monsieur. Wow. J'ai obtenu mon BTS l'année passée. L'année passée? Oui, et je suis également jeune travailleuse à INSAM. Donc, je me forme, j'essaye d'acquérir un peu une expérience professionnelle. D'accord. Et déjà même, j'aimerais que vous gardiez la parole. Vous sortez fraîchement du cycle BTS. Après l'obtention, on vous emploie directement à INSAM. Il y en a une carence en expérience professionnelle parce que là, vous parlez de l'acquisition de l'expérience professionnelle. Comment est-ce que vous parvenez à vous adapter pour pouvoir travailler dans un milieu? Parce que INSAM, c'est une grosse structure. Vous travaillez comment juste après avoir eu votre BTS sans expérience? Vous travaillez comment? Bon, d'entrée de jeu, je vais d'abord dire que INSAM, ça a été une maison mère pour moi. Ouais. Bon, on peut dire que dès l'obtention, même étant sur les bancs, j'avais déjà cette vision de pouvoir m'adapter à un travail. C'est-à-dire, donc, dès que j'ai eu l'obtention de mon BTS, bon, j'ai eu un entretien avec le directeur qui a essayé de m'écouter. Il m'a dit, OK, pourquoi ne pas me donner une chance? Une chance, ouais. Pourquoi ne pas explorer cette jeune pépite que nous avons formée? Pourquoi ne pas? Donc, c'est là, du coup, comment est-ce que je me suis lancée? Et j'ai commencé à allier l'école, école-travail. D'accord. Vous parlez d'allier école et travail parce que je voulais même déjà vous poser la question de savoir, en tant qu'étudiante en licence, vous travaillez en journée et vous vous retrouvez en soirée en train de poursuivre vos études. Est-ce qu'il n'y en a pas quiproquo ou encore peut-être ambivalence dans ça? Je vais poser cette question-là à Madame Gounou, qui est donc chargée des relations publiques à INSAM, avant de revenir maintenant sur la thématique principale. Okay? On va un peu peut-être paraffer, parce que ça fait partie de l'un des points sur lesquels on va tabler. Justement. Un étudiant qui travaille et qui fréquente, est-ce que cet étudiant aura les mêmes capacités de fournir les efforts et être peut-être major de sa promotion que celui ou celle qui se contente tout simplement de ses études? Moi, je pense que l'étudiante qui allie travail et études peut facilement sortir major de sa promotion, étant donné que pendant qu'elle est en train de travailler, elle se professionnalise, elle acquiert des connaissances, elle essaie de se mettre au pas pour pouvoir relever des défis. Bref, elle se familiarise avec le monde professionnel, étant donné que nous sommes dans l'enseignement professionnel. C'est la pratique qu'elle est en train de faire et lorsqu'elle est en cours du soir, en soirée, elle est en train de faire la théorie. Donc, du coup, ça l'aide et puis ça la propulse par rapport aux autres étudiants qui n'ont que les études à faire le soir. Donc, c'est très important et du coup, ça l'aide beaucoup dans son parcours académique. Du coup, elle fait ce qu'on appelle au quartier une pierre deux coups. Une pierre deux coups. D'accord. Alors, Monsieur Ndiké, vous êtes expert en économie, créateur ou encore fondateur de cette microfinance CEREC qui est en train
d'envahir le territoire. Mais j'aimerais que, avec votre connaissance, votre orientation, vous nous dites concernant la thématique. On parle ici de la vie étudiante. Lorsqu'on parle de la vie étudiante, vous pouviez analyser ça. Quelle analyse faites-vous de façon ramassée concernant la vie étudiante? Monsieur Chris, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un honneur parce que j'ai toujours souhaité discuter concernant les étudiants parce que, comme vous pouvez constater, au fur et à mesure que le temps passe, on observe une dégradation de l'enseignement. Ouais. Et on observe également que les étudiants que nous formons aujourd'hui ont en quelque sorte un faible quotient intellectuel. Oui. Et alors, après les analyses et les recherches que nous avons effectuées, nous avons compris en fait pourquoi les étudiants aujourd'hui n'ont pas les compétences. Parce que je vais peut-être vous surprendre en vous disant que sur 100 étudiants formés actuellement, nous trouvons à peine 10 qui ont les compétences. Tout simplement pourquoi? Parce que des personnes arrivent à l'université pas parce qu'ils veulent avoir les connaissances. Ouais. D'autres vont arriver parce qu'ils veulent dire que je suis étudiant. Justement. Je suis étudiant, goûter à cette vie de liberté. Ouais. Justement. On va en boîte, on a sa chambre. Ouais. Justement. On cherche à être libre, ouais. On va avoir sa chambre, tout ça. Ouais. Donc, et maintenant, j'ai trouvé en quelque sorte la faute aux enseignants et aux étudiants. Aux étudiants, ouais. Donc c'est partagé. Oui, la faute est partagée parce que, comme je dis, quand vous avez un enfant que vous enseignez, vous êtes un encadreur, et que vous décidez d'avoir, par exemple, des relations intimes avec cet enfant, moi, je peux vous rassurer à 90% que cet enfant ne peut plus être performant. Quand vous êtes un encadreur et que vous avez un étudiant, si je prends le... Non, mais moi, je vais un peu vous relancer. Hein. Je mets un peu de l'eau, avoir une relation intime avec une étudiante. Mais si on a cette relation intime avec l'étudiante, puisqu'on dit, la chèvre ne broute que là où elle est attachée. L'amour se trouve partout. Bon, si c'est accompagné des moyens requis, c'est-à-dire ses besoins sont gérés, elle est galvanisée, est-ce que ça ne sera pas une plus-value sur son plan intellectuel et sur son plan physique, matériel aussi? Bon, je vais vous dire par exemple que moi je pense que si vous avez les vues sur une étudiante, ça devient un challenge que vous lancez avec cette étudiante en lui disant obtiens ton BTS, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Vous l'accompagnez à décrocher d'abord ce pourquoi elle est là. Parce que vous savez, aujourd'hui, la jeunesse n'a plus cette capacité d'associer. Une fois que l'amour naît, l'école disparaît. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus cette capacité. Vous allez observer. Pour ne pas reprendre l'artiste qui dit « Là où l'amour parle, la raison c'était ». Justement. Et vous allez observer, cette capacité part où? Si vous regardez, 90% des étudiants passent 90% de leur temps dans les réseaux sociaux. Et pas parce qu'ils veulent faire des recherches, mais parce qu'ils veulent découvrir des choses amusantes, des choses qui n'ont pas de sens. Alors, vous trouvez donc que vous êtes dans une salle de classe où vous donnez un exercice, et vous vous rendez compte à la semaine qui suit que 2 personnes ont fait l'exercice. Et c'est le jour où vous demandez l'exercice que d'autres se rappellent même qu'il y avait l'exercice. Et c'est ce jour que d'autres se rappellent même, ils ne savent même plus où ils ont mis leur support de cours. Donc, vous comprenez donc que la vie des étudiants aujourd'hui est un peu dérangée parce que les encadreurs ne font pas le travail, c'est-à-dire encadrer ces étudiants. Parce que moi, personnellement, je traite encore les étudiants comme si nous étions encore à l'école primaire. Oui, moi, je traite les étudiants comme si nous étions à l'école primaire. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'étudiants vont trouver peut-être que je suis dur. Parce que moi, je pense qu'on doit permettre à l'enfant qui vient faire une formation d'avoir vraiment cette formation. Alors, quand je parlais donc des enseignants, beaucoup d'enseignants aujourd'hui se lancent dans l'enseignement parce qu'ils n'ont pas quoi faire. En fait, il n'y a pas l'amour du métier. Ils ne sont pas venus parce qu'ils veulent enseigner, justement. Parce qu'ils savent que si j'ai 1 heure de cours ici, c'est 3 000. Si j'ai 2 heures, c'est 6 000. Ils se lancent. Alors, et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que il y a des enseignants qui enseignent depuis 10 ans avec le même cours. Rien n'est actualisé. Ça veut dire que les étudiants de depuis 10 ans ont le même cours que les étudiants d'aujourd'hui.
Parce que ce monsieur, en fait, s'est lancé dans l'enseignement tout simplement parce qu'il cherchait de quoi vivre. Et alors, là maintenant, ces enseignants également ne permettent pas aux apprenants de se mettre au travail parce que quand un apprenant découvre que l'enseignant n'a pas les compétences, il commence à blaguer avec la matière de l'enseignant. Parce que je vais vous dire jusqu'aujourd'hui, les enseignants compétents se font respecter, sans bruit, sans force. Quand l'enfant sait que ce monsieur devant moi est fort, il lui donne son respect. Donc, il est question que nous, les recruteurs également, parce que je vais aller également là, les recruteurs doivent réellement sélectionner ceux qui ont de la compétence. Donc, pour entrer en salle. Justement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on dénonce. Des personnes également obtiennent des heures parce qu'au-delà de ces heures, ceux qui les ont attribués les heures ont des commissions. Voilà. Et du coup, on laisse donc les compétents de côté, on prend ceux qui vont toucher peut-être 20 000 et venir donner 10 000, t'as pas de commission. C'est un peu ça, c'est ça que nous vivons. Oh, quelqu'un qui est compétent, moi je vais prendre mon cas, hein, vous ne pouvez pas me donner les heures, vous me dites que je vais vous payer, j'accepte. Parce que je ne doute pas de ce que j'enseigne. Par contre, lorsque vous dites donc, non, je ne peux pas partager mon gain avec toi, il va vous dire, bon, ok, on va vous rappeler. En réalité, il a classé le dossier. Justement. C'est mort. Justement. C'est mort. Justement. Il a besoin de celui-là qui va accepter les conditions qu'on lui donne. Et maintenant, celui-là n'a pas les compétences. Il va aller copier sur Google peut-être un support de cours. Il va venir distribuer aux enfants. Et en salle, ce sont les plus forts qui font le cours. Ça veut dire qu'il travaille avec ceux qui sont forts. Or, je vais vous dire, il faut comprendre qu'en réalité, nous sommes là pour former ceux qui ne sont pas encore formés. Parce que si vous allez même de façon biblique, on vous a dit que Dieu venait pour ceux qui sont égarés. En fait, Jésus est venu pour les pécheurs. Justement, pour ceux qui sont égarés. Alors maintenant, quand vous allez en salle, vous passez votre temps à faire l'exercice qu'avec celui qui est déjà fort en maths. Ceux qui sont faibles, à un moment donné, ne viennent plus au cours. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils disent que bon, le prof fait son cours avec 3 personnes là. Donc, je ne sais même pas pourquoi je dois aller en salle. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Là, maintenant, en grosso modo, ça veut dire, parce qu'on vous entend, ça veut dire que la vie de l'étudiant dépend à 90% de l'enseignant. Justement, justement, l'enseignant doit permettre à l'étudiant. Moi, je mets encore les étudiants dehors aujourd'hui. Quand vous venez, vous n'êtes pas peigné, je vous dis sortez. Quand vous venez, vous n'êtes pas propre, je vous dis sortez. Pourquoi? Parce que tout ça rime avec l'enseignement. Un enfant ne doit pas venir à l'école comme s'il venait se balader. Et non, il va dire qu'il est étudiant, à l'université, au lycée, nous on portait les tenues, on demandait de broder les noms sur la tenue, on contrôlait nos cheveux, mais pourquoi à l'université on doit encore m'imposer ça? Justement, on dit l'univers, non? C'est ça le vrai problème, parce qu'on a mis dans la tête des gens que l'université c'est un photo où n'importe qui peut se retrouver. Et il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait que les encadreurs essayent de revoir en quelque sorte la ligne que nous devons donner à nos apprenants pour permettre à nos apprenants d'être plus compétents et compétitifs sur le marché de l'emploi. Parce que vous allez voir, je vais peut-être vous surprendre en vous disant que 80% des bons employés ne sont pas là à l'université. Moi, je suis dans le monde professionnel, j'ai dit 80% des bons employés. Quand vous prenez un gars qui n'a que le BEPC et que vous décidez de l'enseigner la banque pratique sur le terrain, il devient plus fort que celui qui a fait banque et avoir un master 2. Pourquoi? Parce que celui qui a fait banque et avoir un master 2, en réalité, ne comprenait rien de tout ce qu'il faisait. Il allait à l'école juste pour qu'on dise qu'il est étudiant. Donc, c'est un peu ça pour dire, nous, les encadreurs, nous devons nous arranger à cadrer nos étudiants, à mouler, justement, on doit, imaginez-vous, vous êtes un enseignant, vous vous retrouvez dans un snack avec un étudiant que vous encadrez et vous débordez d'alcool au point de vous égarer devant cet étudiant. Ça devient un sujet de dissertation au prochain cours. Mais tu as vu le problème là, c'est à vous voyez, maintenant, vous voyez que vous êtes en train de perdre. Donc, quelque part aussi, là, vous faites allusion à l'éthique. Justement. Justement. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire un livre, en fait. Je suis en train d'écrire un livre sur comment réussir son parcours universitaire. Donc, parce que moi, je sais qu'un enfant qui va à l'université et qui est cadré
dans l'université ne pourra pas chômer. On ne peut pas chômer. Parce que beaucoup de Camerounais sont diplômés, mais peu sont compétents. Ok, on va terminer ce point-là. Je pense que ce sera à la sortie de notre entretien, l'accompagnement de l'étudiant vers l'emploi. Le point que vous évoquez là, c'est très capital. Je préfère qu'on réserve un peu l'énergie et les arguments pour attaquer ça à la sortie. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Diké, pour ces éclairages. Hein, parce que ceux qui nous regardent dans la maison ou ceux qui nous écoutent, les parents surtout, vont en tirer des connaissances, des conclusions. Bon, alors, on a sur le plateau, c'est la chance qu'on a, Nelly Fleur, qui est étudiante. Pour toi, qu'est-ce que tu entends par vie étudiante? Bon, merci monsieur la parole. Bon, d'après moi, ce que j'entends par vie étudiante, en fait, c'est ce que l'étudiant fait. Ce que l'étudiant fait en général dans son quotidien, soit à la maison, soit au campus universitaire. Bon, pour moi, c'est également ces différentes étapes qui marquent son quotidien. Comme par exemple, l'étudiant qui se lève chaque matin. Bon, pour moi, quand je me lève chaque matin, je fais d'abord quelques exercices, ce qui me permet un peu de libérer la mémoire. Les exercices, c'est quoi? C'est ménager? Non, les exercices sportifs. Sportif. En sportif? Oui. C'est pas le genre d'exercice qu'on lance un coup d'œil d'abord sur les cours précédents? D'abord le sport. Ah, le sport. D'abord le sport. Je fais d'abord quelques étirements pour pouvoir capter cette énergie et cette force-là. Parce que c'est également bon pour le mental. Et ensuite, je peux faire quelques tâches ménagères. Et après, je peux me concentrer sur mes différents supports. Je lis quelques cours et je me pars au campus. Quand j'arrive au campus, je suis confrontée à mes encadreurs professionnels, c'est-à-dire mes enseignants, également des camarades. Bon, entre nous, on peut dire... Confronté aux enseignants, camarades, vous êtes confronté aux enseignants dans quel sens? C'est-à-dire, je les rencontre soit s'il y a un cours que je n'ai pas bien mémorisé, je les interroge sur ce cours-là. Je pose quelques petites questions pour avoir plus de connaissances. Exactement. Et entre camarades, parfois on apprend, mais c'est aussi important de se distraire quand même. Vous mettez quoi dans la distraction? On peut dire... Dans la pause, vous faites un tour à quoi? Non. C'est pas ce genre de distraction. Quand je parle de distraction, je mets en évidence soit on écoute un peu de la musique, soit on écoute un peu de la musique, ou soit on fait quelques échanges entre nous pour voir si, comme nous sommes dans le domaine de la communication, pour voir si nous pouvons être demain ces gens appelés à présenter comme vous, bien sûr. Donc, à présenter comme moi? Oui. Dans ma présentation, ça vous inspire déjà? On peut dire. Ça veut dire que c'est déjà peut-être quelque chose de plus INSAM et en train de gagner encore plus. Hein? Oui. Donc, vous aimeriez vous retrouver sur un plateau de télévision? Oui, c'est tout un rêve. Surtout de nous qui faisons communication des organisations. C'est un rêve. Donc, c'est un peu ça, mon quotidien en fait. D'accord. Et vous rencontrez les difficultés? Oui. On ne peut pas quand même dire que tout baigne. Non, on ne peut pas quand même dire ça. Il y a certaines difficultés, comme par exemple, on n'arrive pas souvent à assimiler certains cours. On n'arrive pas. On n'arrive pas également à allier notre temps, puisque comme moi je suis étudiante travailleuse, c'est pas souvent facile de finir cours et finir le travail et partir en cours. C'est un peu épuisant, mais c'est un peu cette difficulté-là. On essaie de joindre les deux bouts, mais on force. Et en fait, maintenant, quand vous êtes face à une telle difficulté, vous vous adressez à qui? Parce qu'on parle là de la vie de l'étudiant. Vous vous adressez à qui en ce moment-là? Nous, personnellement, on s'adresse à nos différents professeurs, donc qui nous ont marqués. On s'adresse chez eux, on les pose des questions, on leur dit par exemple, monsieur, s'il vous plaît, quand nous sommes confrontés à cette difficulté-là, comment gérer notre temps? Comment faire? On n'arrive pas à comprendre. Et nos différents professeurs, je peux citer le nom? Il n'y a pas de problème, il faut les faire honneur. Parce que si vous avez mal orienté, vous ne seriez pas en train de prononcer son nom. Comme par exemple, il y a Dr Kwaku. Oui, Dr Kwaku. On lui pose des questions et il nous oriente concernant cela. Il nous dit comment est-ce que nous pouvons allier notre temps de travail et notre temps d'études. Il nous explique. Et vous n'avez jamais fait recours au directeur
Si. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Et il nous demande de tenir le coup. Parce que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours rose, mais il nous demande de supporter car c'est pour un avenir meilleur. D'accord. Il faut, et avec les conseils du docteur Kouakou, on essaye d'allier ce qu'il nous dit. Bon, on voit que ça avance au fur et à mesure. D'accord. Je crois que Merci. maintenant. Merci Mélie. Là, on sent qu'au terme de cette année, ça c'est votre première année. On sent qu'au terme de cette année, il faut vraiment interpeller déjà la conscience des Sam. Hein. C'est que M. Ndike qui est là, je vois comme il vous écoute avec beaucoup d'attention. Il peut vous arracher aux sorties d'ici. Hein. Ouais, il peut vous arracher aux sorties d'ici. Donc, Monsieur Dr Foyette, il doit beaucoup faire attention à vous. Hein? Ok? Beaucoup de courage. Hein? Merci, monsieur.